essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Écoute, Francis Gosselin, si jamais tu veux écrire un livre sur ta famille, fais attention parce que, écoute, là, j'en parlais en début d'émission, Édouard Louis, écrivain français, son livre a été traduit en 20 langues. Il a écrit sur sa famille en disant qu'il vient d'une famille de bouseux, d'alcooliques, d'ignards, de gens colériques, homophobes. Est-ce que c'est vrai? Il dit qu'il s'en est sorti maintenant. Il évolue dans la haute société française et sa famille est en furie contre lui en disant que c'était complètement faux, qu'il écrivait ça pour se rendre intéressant. Mais là, je ne sais pas si c'est le cas de Jean-Philippe Plot, mais en tout cas, c'est quelque chose. Jean-Philippe Plot, donc, qui est journaliste là, à Radio-Canada. On l'écoute, il a sa propre émission. Un gars brillant, sociologue et tout. Effectivement, a publié un livre là, l'année dernière qui a fait fureur, hein, on va se le dire. Là, Rue du Plessis. Donc, où il raconte essentiellement, puis c'est l'expression qui a un peu, fait couler d'encre, là, puis qui m'a beaucoup interpellé. Il est un transfuge de classe, hein, c'est-à-dire il part d'une classe économique, sociale disons, plus faible et il devient un intellectuel bien en vue avec un micro, etc. Et donc, il raconte ça. Puis donc, dans le livre, il raconte, évidemment, à quoi ça ressemble, un peu ces conditions de vie de la classe plus ouvrière, on va le dire comme ça. Et donc, le livre a fait couler beaucoup d'encre, a été vendu à de nombreuses copies, mais là, ce qu'on apprend aujourd'hui, en fait, c'est que Jean-Philippe Plot donc, est poursuivi par 11 membres de sa famille, ou 11 ou 12, je pense, dont son grand-père à titre posthume, là, donc, parce qu'il dit que son grand-père est alcoolique, les autres disent serait c'est faux. Et là, c'est un peu les héritiers. Là. Mais est-ce que c'est les héritiers qui flairent la bonne affaire, étant donné que lui, maintenant, est populaire, ils veulent faire un petit tour là, de ski-bottine en s'accrochant à sa réputation, là, tu comprends? Oui, peut-être, mais en même temps, c'est un peu gros, puis surtout les sommes qui sont invoquées, là, qui ont été rendues publiques, c'est que 600 000? C'est plus de 600 000 $. Donc, je veux pas vous faire un petit cours là, sur comment ça fonctionne, l'édition ou la littérature au Québec. Mais pour faire 600 000 $ en vendant un livre, il faut que tu vendes beaucoup de livres. Je pense que peut-être Pierre-Yves McSween et encore une fois, pas tout à fait sûr qu'il a fait autant d'argent que ça avec En as-tu vraiment besoin, qui est comme le best-seller de tous les best-sellers de la dernière décennie. Donc, c'était très bien Rue du Plessis. C'était un bon livre. Il a été quand même assez popularisé à gauche et à droite. Mais on s'entend que je serais très surpris que Jean-Philippe Plot ait fait 100 000 $ avec son livre. Tu vois? Ouais. Et donc là, d'invoquer donc, ce montant-là qui est complètement ridicule. Et l'autre élément qui a notamment été mentionné dans de nombreux articles aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas atteindre à la réputation d'une personne décédée au Québec. Là, je veux dire, on peut... Il y a deux choses. Il y a la liberté d'expression. Donc tu peux écrire n'importe quoi sur une personne qui est décédée. Je suis pas juriste, là, puis je t'invite on invitera quelqu'un qui est spécialisé en droit d'auteur, mais je pense... Il y a sûrement des règles qui régissent que les grossièretés que tu peux dire, mais je pense pas que tu ne peux poursuivre quelqu'un pour atteinte à la réputation si t'es mort. Et donc, encore une fois, il y a quelque chose d'un petit peu, imaginatif là, dans cette poursuite-là. 11 membres de sa famille, t'imagines, ils se sont téléphonés à tuer ça ne fera pas d'heureux party de Noël chez les Plots dans la prochaine année ou les prochaines années suite à ça, sauf si ils prennent le 600 000 $ et tels les Lavigueur là, déménagent dans une grande maison. Et eux aussi seront des transfuges de classe. À leur tour, pourront écrire un livre où ils parlent de leur fils et lui pourra les poursuivre. Les parents de Jean-Philippe Plot, ça se dit, ne font pas partie de cette famille qui poursuit. Ce sont des cousins et d'autres membres de la famille, disons, de deuxième degré. Donc, encore une fois, une drôle d'affaire. Je voulais en parler parce qu'évidemment, c'est un enjeu plutôt juridique et littéraire, mais qui a quand même une dimension économique importante. Puis, je trouvais ça assez fascinant comme histoire. Le couperet vient de tomber 25% pour toutes les automobiles qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. C'est
complètement délirant. Là. Ah oui? Ben oui, évidemment, parce qu'on le sait, puis on l'a dit moult et moult fois, Richard, il y a toute une partie, enfin, la totalité de l'industrie automobile nord-américaine est très intégrée entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Il y a des véhicules qui sont en partie faits à une place, finalisés à une autre. Notamment au Canada, il y a des véhicules américains qui sont finalisés dans des usines d'Oshawa, puis ça, dans le sud de l'Ontario, qui sont ultimement réexportés aux États-Unis. D'imposer un tarif sur des chars conçus aux États-Unis, en grande partie assemblés aux États-Unis, dont les dernières parties du travail sont faites ici, Qui retournent aux États-Unis. C'est tirer dans le pied américain, là, tu comprends? Oui. Et donc, cette espèce de déconnexion de l'administration Trump avec la réalité va tôt ou tard frapper le réel. On va certainement voir des augmentations assez importantes là, du prix des voitures aux États-Unis. Les concessionnaires vont être aux prises avec des promesses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Hein, tu as acheté un camion, ça devait coûter 50 000, ben maintenant c'est 58 000. Il y a des gens qui vont changer carrément d'avis ou qui vont se tourner vers d'autres alternatives, qui vont garder leur véhicule plus longtemps. C'est vraiment, encore une fois, je sais pas si tu as vu cette caricature là, de Donald Trump et des tarifs. Il est en train de pisser dans un ventilateur, là, puis ça lui revient au visage. C'est exactement ce qui me vient en tête quand je pense à une affaire comme celle-là. Et on l'a dit plusieurs fois, Richard, à la limite, Donald Trump, il a peut-être sa vision de réindustrialiser l'Amérique, elle n'est pas mauvaise. Simplement, l'enjeu, c'est la rapidité avec laquelle il met en place ces trucs-là qui sont complètement délirants. On ne va pas construire des usines de transmission automobile dans 48 heures. Là, ça prend 5 ans faire des choses comme celle-là. Donc, pendant tout ce temps-là, l'industrie automobile va souffrir. D'ailleurs, on a vu là, les titres là, de Ford, de GM et tout ça qui ont chuté fortement. J'ai pas eu la chance de regarder là, depuis dans la dernière heure, mais je te prédis que dans les prochains jours, cette débandade va se poursuivre. Les manufacturiers automobiles sont furieux, c'est évident. Ah, on la voit, la donc voilà, donc c'est certain que personne n'est content là-dedans, sauf une certaine frange là, un peu radicale du Parti républicain Donald Trump. Je lisais dans le National Post ce matin, parce qu'il disait vous devez resserrer votre frontière, c'est écœurant, le fentanyl qui rentre du Canada aux États-Unis, plus personne ne croit ça. Sauf que dans le National Post, on écrivait que 90% des armes illégales, des armes à feu illégales canadiennes qui sont utilisées au Canada viennent dans des meurtres. Ben oui. Viennent des États-Unis. C'est une drôle de fabulation. Évidemment, on a hâte que tout ça se termine, mais pour l'instant, encore une fois, les Américains vont se faire très mal à eux-mêmes. Puis là, il va falloir voir, encore une fois, tu te rappelleras de Doug Ford a menacé de mettre des tarifs sur l'électricité sortante de l'Ontario. Oui. Est-ce que c'est revenu à l'ordre du jour? Je veux dire, les Canadiens vont réagir. Ça va faire, encore une fois, très mal à l'industrie automobile, mais de plus en plus à d'autres industries, à d'autres territoires proches du Québec, du Canada. Honnêtement, personne ne va gagner dans cette affaire-là. Puis là, tu sais, on a eu le budget Girard hier, là, qui misait sur pas de tarif ou presque. Le jour 1 de son budget augure assez mal pour la suite à Éric Girard. Donc, avec pas de tarif. Avec pas de tarif. Il y a des gens qui nous ont écrit en disant pourquoi ils n'ont pas attendu les tarifs, c'est le 2 avril. Pourquoi ils n'ont pas attendu le 2 avril pour être sûr que c'était quoi les tarifs? Il n'y a personne qui comprend ce qui se passe dans la tête de Donald Trump en ce moment. Non, mais ici, M. Girard, pourquoi lorsqu'ils ont déposé leur budget, ils n'ont pas attendu pour savoir c'était quoi les tarifs? Ben parce que de toute façon, le 2 avril, il va y avoir quelque chose, puis le 3 avril, il va y avoir d'autres choses, puis le 4 avril, puis à ce titre-là, si tu régis le fonctionnement de ton État québécois en fonction du délire d'un bonhomme, comme hier, quand M. Girard a déposé son budget, je pense pas qu'il savait qu'il y aurait ça aujourd'hui sur les autos. Là. Tu vois, c'est comme à tous les jours, il y a une connerie. Donc là, à un moment donné, la douleur va venir là, pour les Américains. On a vu dans le tourisme, là, par exemple, à Old Archer, des gens qui ont perdu 90% de leur réservation, des propriétés en Floride où il y aura pratiquement plus personne qui va venir. Ça va faire très mal à l'industrie touristique, l'industrie de l'automobile, tout ce qui est acier, aluminium. Tout ça va faire très, très mal aux États-Unis. Les Québécois et les Canadiens, évidemment, on va souffrir à notre tour. Puis là, il va falloir voir. J'écoutais un reportage d'un monsieur qui avait fait importer une voiture très rare, là, un Dodge Charger 1969. Là, c'était son auto de rêve. Je pense qu'il avait réhypothéqué sa maison pour ça. Et il avait lu là, toutes les politiques. Puis c'est ça qui est fou aussi, c'est qu'il y a tellement de délire actuellement
que même toi puis moi puis les gens, on sait plus. Et donc, le monsieur avait fait toutes ces vérifications-là et il était convaincu que les chars usagés n'étaient pas visés par les tarifs. Mais genre, dans l'alinéa 2B de la 3e page d'un autre document, il y avait une clause sur les chars usagés. Et cette voiture qu'il avait, je te dis, réhypothéqué sa maison, le payé 100 quelques mille, ben, il s'est vu asséner en arrivant au Canada un tarif de 48 000 $. Et donc là, il a dû virer de bord, retourner, essayer de rendre le char au monsieur qui lui a... Tu sais, puis là, donc, encore une fois, donc, je donne l'exemple de ce monsieur-là, puis bon, évidemment, qui est anecdotique, mais ça va être tout ça pour nos entrepreneurs, de savoir tu achètes de quoi ou tu veux exporter de quoi, est-ce que c'est visé par les tarifs? Puis entre le moment où tu fais la vente puis le moment où ça passe, peut-être que les règles ont changé, tu sais. C'est quand même... Ça fait pas des économies fortes, des volte-face comme ceux-là. Fou comme de la marde, comme on dit. Merci, Francis. Comme de la marde. À demain. À demain.